Tous les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot. Présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Bonsoir et bienvenue ce soir dans Star Foot. Les Bleus ont conclu en beauté leur tournée américaine par une large victoire 3-1 face à la Colombie. On va parler de l'OM aussi avec le départ de Mehdi Benassia prévu pour la fin de saison. Et puis McCourt qui veut vendre. Cette fois, ce serait le bon moment à condition qu'il ne soit pas trop gourmand. On aura aussi le jeu pour tester votre culture olympienne et le coup de cœur d'Amar. Vous êtes prêts? Star Foot, c'est tout de suite. De 19h à 20h, C'est Star Foot Star Foot. sur Radio Star. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Star Foot. Merci de nous rejoindre avec moi ce soir. J'ai Amar. Comment ça va, Amar? Ça va, très bien. Très bien. T'es en forme? Week-end international. Week-end international. Voilà, ouais. T'as regardé tous les matchs? Ah oui, bien sûr. L'équipe de France, ça se manque pas. Il faut regarder, c'est obligatoire. Avec moi aussi, Jean-Yves Capasso. Salut Jean-Yves. Salut Émilie, salut les garçons, ça va? J'ai l'impression que t'as fait la fête ce week-end. J'ai vu passer quelques stories. Ouais, je suis allé à la comment ça s'appelle, à la Savime, là, au Parc Chano. Ah oui, Et après, ouais, je fais, tranquille. avec modération. Ouais, j'ai goûté le vin. C'est bien. Ah d'accord, j'ai compris la Savine. Bon, ça va, c'est pas grave. La Savime. Et avec nous, il est de retour dans le sud, l'ancien joueur de l'OM, Marc Livras. Salut Marc, ça va? Bonsoir Émilie, bonsoir. Oui, tout va bien. Je vois mes deux camarades bronzés, ils sont magnifiques. Ah Par oui, rapport il fait à moi, beau, c'est sûr qu'il y a une différence. Eh ouais. Mais il a fait beau aujourd'hui sur Marseille. Nous, on voit le soleil. Il a fait très beau. Ouais. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'équipe de France. Les Bleus ont conclu en beauté leur tournée américaine par une large victoire. Les hommes de Didier Deschamps ont battu la Colombie 3-1. C'était un match pour lequel Didier Deschamps a fait tourner Amar. Oui, il a fait tourner. En plus, il a fait tourner avec des joueurs qui ont prouvé qu'ils pouvaient être présents pour cette Coupe du Monde, à l'image de Thuram ou de Doué ou de Akliouche. Des joueurs qui ont été très bons face à une bonne équipe de la Colombie, une équipe rude, dure. Donc l'équipe de France a montré un visage conquérant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est ce que j'ai vu dans la presse. Ils ont dit match fabuleux et tout. Alors moi, pour te dire, je sais pas si c'est parce que j'étais malade ou quoi, je me suis endormi devant la première minute quand même. Parce que tu étais j'abuse. malade alors. Non, d'habitude, c'est vrai que c'est un peu mou, l'équipe de France, sur certains matchs. Et là, c'est vrai qu'on avait une opposition un peu dont on n'a pas l'habitude, une équipe sud-américaine, rugueuse, dure sur l'homme, qui a mis son équipe type hier. Et nous, faut clairement le dire, on a joué avec l'équipe B. Et force est de constater que quand on est à fond, on a un réservoir de joueurs et une qualité qui est vraiment au-dessus de beaucoup de nations mondiales à l'heure actuelle. Quand on voit qu'un garçon comme N'Golo Kanté, il est remplaçant dans ce groupe pour le moment, ça veut dire beaucoup. Et puis voilà, des mecs comme Doué, comme Akliouche, comme Cherki, puis même le petit nouveau Maxence Lacroix qui a fait un match très solide hier. Ça veut dire qu'on a la profondeur de banc pour aller beaucoup plus loin dans cette compétition, Marc. Oui, c'est surtout des soucis pour Didier Deschamps parce que le match de hier, certains avaient beaucoup à perdre. C'est-à-dire qu'en cas de mauvais résultats, de non-match de certains, c'est compliqué puisque c'est officiellement la dernière liste. Après, ça sera la préparation pour partir aux États-Unis. Ils ont tous répondu présent. Maintenant, ça va être très difficile de faire le choix. C'est vrai que ça soit Kanté, mais quand on voit Tchouaméni actuellement au niveau où il se trouve, quand on voit Rabiot, on se dit un Kanté supplémentaire. Pour moi, ça favorise une fois de plus l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, car ils sont peut-être capables avec l'effectif. Ce qu'on a vu face au Brésil, ils ont été très bons lors de la première période. Et ce qu'on voit l'équipe bis, les Français doivent jouer le dernier carré. C'est ambitieux, mais je pense qu'ils en sont capables aujourd'hui. Même la victoire finale pour moi. Oui, mais déjà d'être dans le dernier carré, il y a que l'Allemagne qui fait depuis plusieurs années dans le dernier. Voilà. Donc si nous déjà on arrive à faire ça Deschamps a de gros problèmes de riches. Oui, exactement. Vrai, voilà. Effectivement. Alors là, c'était la dernière chance pour les joueurs de l'équipe bis de se montrer. Est-ce que ça rajoute une petite pression supplémentaire ou est-ce qu'au contraire ça les galvanise, Marc? Ah non, mais c'est le piège par excellence. C'est comme quand on joue en janvier en Coupe de France et qu'on dit les titulaires on les met au repos et puis l'équipe bis vous allez jouer pour montrer de quoi vous êtes capable, ce dont vous n'êtes pas capable. Là on voit que la plupart ont répondu présent. Doué qui pour moi peut être un titulaire incontestable et finalement dans l'équipe bis pour l'instant, mais en tout cas il a prouvé qu'hier soir. Thuram pour moi ça reste le remplaçant de ce qu'on peut voir sur le front de l'attaque. Puis
Cherki c'est bien, Akliouche c'est bien, parce que Michael Olysée de l'autre côté, qui est pour moi actuellement est stratosphérique. Mais on parle d'une équipe B, mais on parle quand même des mecs qui sont titulaires dans leur club. Cherki Oui, c'est titulaire pratiquement à City, Doué c'est au PSG, Kanté c'est à Fenerbahçe. C'est quand même des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs, à part la Croix qui joue à Crystal Palace. Mais sinon, des fois on se rend pas compte, mais on a une qualité de talent en France, c'est énorme. On a du beau monde, comme on dit. Ouais. Merci les garçons, restez là, bougez pas. Dans le prochain quart d'heure, on va continuer avec les Bleus et on parlera aussi de l'OM, ne vous inquiétez pas, avec une longue interview de McCourt accordée au journal du dimanche. Il a dit des choses très intéressantes. On revient juste après Bruno Mars sur Radio Star. Tous les lundis à 19h sur Radio Star. C'est Star Foot. On se retrouve sur Radio Star pour Star Foot. Merci de nous rejoindre. On est ensemble avec Marc Libra et Jean-Yves Capasson. On est avec vous jusqu'à 20h. On parlait de l'équipe de France qui l'a emporté hier face à la Colombie 3-1. Je voulais revenir sur les images et la réalisation à la télé. Il y en a sur les réseaux sociaux. Ils ont dit on se croirait dans les années 90. C'est à peu près ça. Je vois Jean-Yves qui souffle. Ouais, non, mais on n'a pas l'habitude. Après, c'est la réalisation américaine. Hier, c'est une réalisation argentine, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais c'est filmé comme là-bas quand il y a du foot américain, du truc. On voyait pas les poteaux de corner du côté des caméras parce que c'est filmé d'en bas. Les pauses toutes les 22 minutes. Moi perso, j'ai du mal. Je trouve que ça dénature un peu tout le. Et même on nous montrait pas quand il y avait hors-jeu, on nous montrait pas les. Ouais. Mais hier il y avait pas la VAR. Hier il y avait pas la VAR. Non. La VAR était que sur le match face au Brésil. Hier elle était pas mise en place. Mais il va falloir s'habituer sur cette Coupe du Monde. Mais je trouve ça un peu bizarre, moi. Je trouve ça dénature. J'avais même l'impression que les terrains, ils étaient comme les terrains, certains terrains anglais, tu vois. J'avais l'impression que c'était petit. J'avais cette impression-là. Je mettre d'en bas. Le problème, c'est que une diffusion aujourd'hui, ce qu'on appelle une centrale qui va se trouver à 35-40 mètres de hauteur, on construit des stades en Europe qui sont prévus pour avoir ce fameux poste de dalle en béton où la caméra elle est centrale. Là aujourd'hui aux États-Unis, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'elle se trouve à entre 25 et 30 mètres, plus bas. Mais beaucoup plus bas. C'est-à-dire que l'image qu'on a, on n'a déjà pas le terrain dans la même Puis après, nous, toutes les lignes sont frappées par des caméras. Là, c'est pas prévu. C'est du football américain ou du baseball. Faut savoir que on a bien vu les lignes, c'est des rouleaux qu'ils ont posés rapidement parce que dessous c'est un tapis. Ouais. Les lignes de touche, vous faites un tacle, vous êtes dans la tribune. Donc ça va être un point que vont devoir gérer les instances, les diffuseurs du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, on va pas mettre des plateformes parce que souvent, on le voit au Vélodrome, vous avez des gens qui sont assis et à côté, il y a un poste caméra qui prend la ligne des 22 mètres, par exemple. Ouais. Ça, on l'a pas. C'est-à-dire que là, sur des côtés, hier, la couleur du jaune, les Français, on les voyait pas. Ils étaient cachés par le bord de touche. Tout ça, il n'y a pas de ramasseur de balles. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Non, mais ça n'existe pas là-bas. C'est pas prévu pour ça. Donc, ils vont faire non, mais il y a tout qui va être compliqué et surtout la diffusion que l'on a au niveau des couleurs. Par exemple, hier, c'est l'après-midi. Eux, ils jouent rarement l'après-midi. Donc, les couleurs ne sont pas adaptées. Il faut changer chaque fois. Donc, ça sera une galère. C'est bizarre. Mais même l'échauffement, Mbappé s'est chauffé presque derrière le but, comme ça se faisait avant. Alors que maintenant, c'est le long de la touche, généralement. Là, il n'y a pas de place. Non, il n'y a pas de place du tout. Ils sont fait les bancs de touche, le banc, ils avaient rajouté des chaises parce que moi je regardais, je me disais oui, mais il n'y a pas assez de place, c'est normal. Comme ça, on le faisait nous au stade de la Martine. Ils ont rajouté des chaises de camping. On aurait pu organiser la Coupe du Monde au 16 presque. C'est ça. Et la pause fraîcheur, alors vous en pensez quoi? Toutes les 24 minutes, le jeu qui s'arrête. En plus, il faisait pas chaud. Quelle horreur. En sachant que pendant la Coupe du Monde, dans cette pause live, nous envoyait des pubs. C'est obligé. Oui. Donc le diffuseur M6 et BeIN, qui sont les deux que l'on peut voir en France, faut savoir que quand M6 négocie, ils savaient pas qu'il allait avoir ça. Du coup, c'est les États-Unis, c'est-à-dire c'est Trump qui a imposé, et bien sûr, Infantino a dit oui, pardon, on va mettre des... Mais du coup, tous les diffuseurs vont gagner de l'argent grâce à ces publicités qui n'étaient pas prévues. Donc, c'est tout bénef pour le diffuseur. Par contre, pour nous, et pour les entraîneurs, les joueurs. Mais c'est fini. Là, ça sera pas gérable. Puis comme il disait Deschamps, une équipe qui est sur un temps fort, un peu, il y a une touche, ça coupe l'action, paf, allez. Carton en fait, c'est n'importe quoi. On va avoir des matchs pour les auditeurs qui ne le savent pas, des matchs à 3h du matin, à 1h du matin, à minuit. C'est-à-dire que tu marques au bout de 24 minutes, t'as 4 minutes de pause. Tu fais quoi? À 3h du matin, tu fais quoi? Si c'est pas ton équipe et que tu as... Bon, je pense que tu vas être... On va poser des RTT là. Après, il y a plein de matchs qui vont être un peu là pour combler. Plus d'argent, plus d'équipes. Difficile.
Est-ce que du coup, ça va pas un petit peu amoindrir l'engouement des supporters français? Est-ce que vous êtes prêts à vous lever à 1h du matin pour regarder un match des Bleus ou pas? Pour l'équipe de France, oui. Nous, ils jouent déjà pas. Ils jouent, je crois, une fois à 23h. On est pistonnés. Bah oui. Mais les grosses équipes sont censées être pistonnées. Oui, on va être avantagés, les grosses équipes. Mais oui, on se lèverait si la France jouerait. C'est à 3h, si les Bleus jouent à 3h, tu te lèves. Un match de poule? Un match de poule? Non, tu te lèveras pas. Si. Ah non, tu travailles aussi. Je dormirai peut-être pas. Ah ouais, voilà, pardon. Excusez-nous. C'est le seul jeune de la bande. Excusez-nous. Faut pas oublier. Non, mais moi je trouve que ça gâche tout en fait. Ça gâche le vrai football, puis tout. Là, on voit comme c'est filmé, comme c'est diffusé. Puis on a compris avec Deschamps quand il a parlé à Téléfoot, qui dit que la logistique c'est compliqué de s'organiser. Tout. Il a parlé avec les joueurs qui ont fait la Coupe du Monde des clubs. C'est compliqué les voyages, les distances, les trucs qui perdent du temps, de l'énergie. C'est un bordel. Ça va être fatigant, hein, cette Coupe du Monde pour les joueurs et pour le staff, pour tout le monde. Ouais, déjà qu'on a subi le Qatar, s'il faut que je boycotte celle-là aussi, ça va être compliqué pour moi. D'ici là, en plus, on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Merci messieurs, restez avec nous sur Radio Star. Après la pub, on va parler de l'OM et de McCourt, prêt à ouvrir le capital de l'OM pour faire passer le club dans une autre dimension. C'est prometteur. À tout de suite sur Radio Star. Tous les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Vous êtes toujours sur Radio Star dans Star Foot avec Jean-Yves Capasso, Amar et Marc Libra. On va parler maintenant d'une interview accordée par Franck McCourt au Journal du Dimanche. Il a dit plein de choses dans cette interview et notamment qu'il ouvrait officiellement la porte à l'arrivée de nouveaux capitaux pour soutenir les ambitions du club. Il veut que le club passe dans une nouvelle dimension. Alors, jeudi dernier, on parlait de Mathieu Flamini qui hésitait entre racheter Arsenal et l'OM. Finalement, c'est plus une rumeur, hein. Thibaut Vézirian, il va finir par avoir raison. Le club va être vendu à Marche. Je sais que c'est ton ami, mais bon. Ouais, au bout de vendu non, mais au bout de moment, le jour où il est vendu, il va dire ouais, j'ai raison. Bah oui. J'embrasse Thibaut, mais là, non, sincèrement, c'est bien qu'il ait dit ça. Ça veut dire qu'il a des ambitions encore, malgré tout ce qui se passe. Donc, s'il a des ambitions, nous aussi, on va le suivre. Et si des investisseurs viennent, que ça soit Mathieu Flamini ou un autre, s'ils viennent pour acheter de grands joueurs et pour que l'OM avance, moi je serais le plus heureux du monde. Mathieu Flamini, ça serait trop bien, ça serait la belle histoire. Né à Marseille, formé à Marseille, il rachète le club de... Bah ouais, c'est beau. Pourquoi tu fais la moue, parce que j'y crois pas à Flamini, moi, cette histoire. Pour moi, c'est bisounours, c'est le monde de... Pour moi, si l'OM, s'il dit ça, on en revient à tu rigolais de Thibaut avec qui j'ai eu la chance d'échanger il y a quelques années, justement, quand il parlait de ça. Il avait pas dit que l'OM était vendu sur le coup. Il y avait quelque chose qui avait été mis en place. Et on arrive peut-être au bout du truc, mais moi je vois plus les Saoudiens arriver plus comme le Qatar, on va dire, sur le PSG qu'un mec comme Flamini à l'OM à l'heure d'aujourd'hui. Après, je me trompe peut-être, mais. Ouais, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Ouais, je crois plus à cette voie-là que Flamini. D'accord. Moi, je sais pas, j'ai pas forcément d'avis. Je me dis si quelqu'un doit venir, qu'est-ce qu'il y gagne en fait. Ouais. Après, c'est-à-dire que là aujourd'hui concrètement Flamini qui est un garçon surtout Flamini va y gagner quoi. Non mais brillantissime. On te dit entre Arsenal et Marseille. Je suis désolé, je pense que c'est un garçon qui réfléchit, il dit finalement je préfère aller vers Arsenal qui chaque année fait avec des champions, a des certitudes, oui, mais c'est Marseille, c'est très compliqué. Si personne ne vient, on ne jouera jamais la Ligue des Champions. S'ils viennent pas depuis à peu près, quand j'ai quitté le club en 98, on me disait non mais il y a quelqu'un qui va arriver. Dreyfus venait d'arriver 2 ans auparavant, en 96-97. On a vu ce que ça a donné, c'était pas évident. Depuis, c'est compliqué. Puis il n'y a pas eu de titre depuis de nombreuses années. On va pas le rappeler parce que c'est honteux. Une dernière coupe aussi, on va pas rappeler, c'est honteux. Donc oui, ou alors peut-être des sociétés qui mettent un petit peu d'argent et qui veulent faire des paris comme à Strasbourg et qui misent 20%, 30%. Ça, je sais pas si ça fonctionnerait. Non, mais ça se fait de partout maintenant. Regarde Strasbourg, c'est l'exemple type. Hein. Ouais, mais la difficulté, c'est l'extra-sportif à l'Olympique de Marseille, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui entoure l'Olympique de Marseille. On va pas énumérer les problèmes, mais j'en suis sûr que ça doit faire peur à beaucoup d'investisseurs. Et après, là, ce qui bloquait aussi, c'est que McCourt était quand même très gourmand puisqu'il demandait 400 millions d'euros seulement pour 30% du capital en plus. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Oui, mais est-ce que c'est pas fait exprès d'annoncer un prix haut comme ça?
pour faire. C'est pas, là, tu vends pas, là. Non, mais oui, mais il y a peut-être. Je pense qu'il sait très bien qu'il va pas vendre le club à 400 millions, quoi. Non, Tu vois 30%. 30%. 400 millions. Que Donc 30%. si on fait le ratio, non. Oui, il avait dit 1 milliard et quelques, donc du coup c'est 1 milliard, je me rappelle plus combien il a dit. Mhm. Mais après, c'est un Américain, il est dans la démesure et il croit qu'il va faire une plus-value. Il y a deux solutions. Déjà, il fera une plus-value quoi qu'il arrive. Mais attends, il y a deux solutions. Oui, il est incompétent, ou alors il ne veut pas vendre le club. Quand on fait ce genre de proposition, c'est que ou on est dépassé, on ne sait pas, ou alors on n'est pas vendeur et on dit c'est mon club. Mais vu ce qui se passe et qu'il voudrait faire rentrer de l'argent parce que dans le Figaro, c'est intéressant ce qu'il raconte. Oui, je veux de nouveaux investisseurs, je veux rentrer de l'argent, je veux ci, je veux là. Donc il veut vendre ou veut pas vendre, je sais pas. Alors moi, je vous entends toujours dire, quand on parle de Paris, on n'achète pas un palmarès, on gagne des titres avec les tripes, etc. Et là, finalement, on est prêt à ouvrir notre cœur à la richesse. Malheureusement, pour beaucoup, oui, c'est comme ça. Oui. Après, moi, sincèrement, bon, tu me connais, je suis pas pour qu'un club devienne un club d'État, que ça soit comme Paris le fait. Après, si un investisseur vient, comme l'a fait McCourt, et qui vient et qui donne de son argent avec passion pour justement qu'un club grandisse et écrire son nom dans l'histoire, oui, ça y a pas de souci. À l'heure d'aujourd'hui, ça marche comme ça. Tu prends les grands clubs, c'est City, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, Newcastle a grandi parce qu'ils sont passés par l'étape de l'Arabie Saoudite. Qu'on le veuille ou non, le Real et c'est comme ça parce que il y a le roi, le machin avec Pérez. Le Paris, c'est pareil. Donc, si tu veux faire partie du top 8 européen à un moment donné et t'inscrire sur la durée, ça doit passer par là, qu'on le veuille ou non, en fait. Tu as raison, mais c'est malheureux. Et s'ils arrivent aujourd'hui, ça peut prendre 5-6 ans. Ils arrivent là maintenant et que de suite on est champion et qu'on gagne tout. Non, mais on l'a vu pour le PSG, c'est pareil. Ça prendra du temps. Non, mais attendez, il faut bien prévenir que c'est pas parce que d'un coup il y a un État ou quelqu'un qui vient qui a beaucoup d'argent, ça peut prendre Manchester. Je prends pas l'exemple City, beaucoup de temps. Ça peut prendre du temps. Ça tombe bien, à Marseille, on est patient. Enfin, on revient tout de suite. On va poursuivre cette émission avec le départ de Mehdi Benassia annoncé pour le mois de juin. On écoute Miley Cyrus sur Radio Star. Star Foot. Sur Radio Star. Star Foot, ça continue sur Radio Star. On est ensemble encore pour 30 minutes avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. Tout à l'heure, on parlait de l'interview de McCourt qui voulait ouvrir le capital de l'OM. Il n'a pas dit que ça au journal du dimanche. Il a aussi précisé que Mehdi Benassia partirait là à la fin de la saison, le directeur du football. Et pour le remplacer, l'OM ciblerait Dimitri Payet ou Steve Mandanda. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Moi, ces deux noms, ça m'a surpris. Je vais pas dire choqué, mais ça m'a surpris quand même, Jean-Yves. Ouais, surpris parce que j'imagine pas forcément un des deux dans un rôle à la Benassia à l'heure d'aujourd'hui. J'arrive pas à me projeter avec un Payet ou un Mandanda, directeur du football, qui va nous chercher des joueurs. Je sais pas. Après, je les connais pas, donc Benassia de l'extérieur, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup de poigne, beaucoup d'aisance. Il est là, on le voit. Et je ressens pas forcément ça avec Payet ou Mandanda dans ce rôle, donc moyen. Puis c'est surtout deux joueurs qui viennent d'arrêter leur carrière et puis ils ont pas encore d'expérience à ce poste. Enfin, ça s'apprend, ça se fait pas du jour au lendemain. J'y crois pas trop, mais bon. Ouais, surtout qu'ils n'ont pas de carnet d'adresse, on va dire. Ils n'ont pas fait énormément de clubs. Ils sont restés longtemps à l'OM. Mais un gars comme Benassia, vous imaginez, il a fait le Bayern de Munich, il a fait que des grands clubs, la Juventus de Turin. Enfin, c'est un gars qui a des connexions assez impressionnantes. Après les autres, oui, ils doivent en avoir quelques-unes. Mais là, leur donner un poste comme ça, je pense que c'est un peu trop. C'est surprenant parce qu'ils viennent d'arrêter, comme le dit Amar aujourd'hui. Ce qui fait votre force en tant que directeur du football, recruteur, c'est déjà de connaître le football par cœur et de connaître même les championnats de National 2, National 3, Premiership en Angleterre, de partout. C'est-à-dire qu'il faut aller recruter de partout. Est-ce que ces joueurs-là en sont capables aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mehdi Benassia est passé par les plus grands clubs. La plupart des grandes stars aujourd'hui connaissent Mehdi Benassia et sont amis avec Mehdi Benassia. Qu'on le veuille ou non, c'est très important. Bien sûr. Quand vous avez ce genre de relation. Et c'est pas sa première expérience. Il a déjà été testé à droite. Là aujourd'hui, partir sur un... Nous, on se rappelle à l'époque de Marcel Dib, que j'aime profondément. Il y avait donné ce poste. C'était très difficile pour lui parce que ça s'improvise pas du jour au lendemain. De devenir directeur sportif et d'aller recruter des joueurs. Donc là, on est en train, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup Payet actuellement, Mandanda est consultant pour une chaîne de télé.
Je ne sais pas si ça serait très bien pour l'Olympique de Marseille et le message qu'on veut faire passer. Aujourd'hui, la plupart des directeurs sportifs que l'on voit qui sont les plus puissants en France, c'est ceux que l'on entend le moins, Émilie. Ils sont à Nice, ils sont à Rennes, ils sont à Brest. Ce sont ces joueurs, ces hommes-là qui ont des postes clés. Donc on va voir. Après, Payet et Mandanda, c'était des joueurs avec qui on avait promis une reconversion au sein du club, mais c'est peut-être pas la meilleure. Moi, Mandanda, à la limite, je le voyais entraîneur des gardiens, et puis voilà. Quoi. Voilà, ouais. Même Payet, peut-être il pourrait passer ses diplômes d'entraîneur. Ça serait sûrement un bon entraîneur, je sais pas. Mais en tout cas, bon, il connaît le football, c'est sûr. C'est un grand joueur, on l'aime tous. Mais après, voilà, de lui donner un poste de cette dimension, je pense que c'est un peu trop tôt. Alors, je voulais en revenir au départ de Mehdi Benatia en lui-même. Il part, il reste. Maintenant, finalement, il part définitivement. Tout ça pour ça, en fait, j'ai envie de dire. C'est lui qui avait fait le forcing aussi pour la venue d'Habib Beye. Alors, quid d'Habib Beye à la fin de la saison? Enfin, ça va un peu quand même tout chambouler aussi, son départ, Amar. Ouais, ça va tout chambouler. Bon, après, on le savait, il voulait partir parce que tout ce qu'il avait, tout avait construit avec tous les joueurs qu'il avait fait venir et tout, ça s'est sûrement écroulé, mais son avenir, on sait, je l'avais dit, je sais où il va finir à l'AS Roma, c'est un club avec qui il discute déjà. Donc après, lui, il a des relations là-bas aussi, parce qu'il a été joueur là-bas. Il se sent bien là-bas, et j'en suis sûr qu'il va aller là-bas et qu'il va s'épanouir. Ici, il s'épanouissait pas parce que c'est très compliqué à Marseille. C'est très très compliqué, même pour monsieur Mehdi Benatia. Mais pourquoi il est resté alors là quand il a démissionné? Bah oui, là, il aurait pu partir. Parce qu'il est resté pour quoi faire en fait? Pour finir la saison et Sûrement pour finir la saison. Oui, mais pourquoi faire? Il y a plus de mercato, il y a plus de fin de choix, ce que je veux dire, il y a plus de le message et le timing pour moi est très mauvais parce que je pense que Mehdi Benatia était l'homme qu'il faut un petit peu à Marseille parce que il est très courageux et il connaît Marseille parce qu'il a grandi aussi ici, il connaît aussi les très grands clubs et malheureusement, je pense qu'on l'a pas forcément, alors c'est pas mon ami, je le connais comme ça, on l'a pas forcément respecté, on s'est pas rendu compte de la puissance qu'il avait. Il a fait venir des joueurs aujourd'hui qui ne seraient jamais venus à l'Olympique de Marseille. Et je souhaite que le nouveau qui arrive fasse venir des joueurs aussi puissants que, voilà. Après, je pense qu'il ne s'épanouit pas. Le message, enfin, ce qu'il a fait passer avec De Zerbi, ça fonctionnait peut-être plus. Quand on a mis De Zerbi dehors, ils l'ont peut-être pas considéré aussi. Et je pense qu'on s'est peut-être pas rendu compte, qu'il était aussi puissant et qu'il était capable de faire de belles choses. Et peut-être qu'il y a un club italien, comme le dit Amar depuis plusieurs mois, mais ils l'ont compris. Mais je pense que justement, l'affaire De Zerbi, bien sûr, ça a dû le toucher. Merci les garçons, on revient tout de suite dans Star Foot. On va tester votre culture avec un quiz. Tout ça juste après Shaggy sur Radio Star. Tous les lundis à 19h. Star Foot avec Émilie Fargier sur Radio Star. C'est la suite de Star Foot sur Radio Star avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. Et maintenant, c'est le moment que vous attendez tous, messieurs, pour briller en société. Le jeu du soir, un quiz de culture générale. Tiens, Marc, t'es revenu dans le sud, on va commencer par toi. Voilà. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est un petit quiz ce soir spécial Coupe d'Europe. Que des questions de Coupe d'Europe. Voilà. Quel joueur marseillais a terminé meilleur buteur de la Coupe des clubs champions en 91? La fameuse coupe où on a perdu face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Est-ce que c'était Papin, Waddle ou Boksic? Jean-Pierre Papin? Ouais, Jean-Pierre Papin. Pinade. Lors de l'édition 99-2000 de la Ligue des Champions, quel joueur marseillais a offert la victoire à l'OM 1-0 en phase de groupe face à Manchester United? Est-ce que c'était Gallas, Pires ou Dalmat? Gallas? Ouais, Gallas. Je vois Jean-Yves qui s'agite parce que t'as les deux, ça y est là, t'as les deux réponses. Il est en folie, ça me fait plaisir. T'as vu, je le vois pas. Face à quelle équipe l'OM s'est incliné en finale de la Coupe UEFA à 2004? Est-ce que c'était Newcastle, Villarreal ou Valence? C'est facile. Ouais. Alors, Newcastle, c'était en demi, je pense que c'était avant. Villarreal ou Valence? C'est Valence. C'est Valence. Oui, 3 points pour Marc, bravo. Un sans faute. Bravo. Valence dans la Drôme? C'est vrai. dans le 26. À côté Montélimar. Ouais, dis Valencia. Voilà, c'est mieux. Ah, mais non, je prononce à la française. Jean-Yves, allez, c'est à toi. Allez, go. Arrête de 3 sur 3, la pression. Ouais, 3 j'ai sur la pression là. En 1960. Je te donne pas, je vais peut-être pas te donner les indices. Donne pas. C'est Allez, si ça va. fort que ça. Si tu veux. Il Allez. est trop fort. Les sièges, je les avais en tout cas. Dans quel stade l'OM a joué la finale de Ligue Europa 2018 face à l'Atlético? Facile. Groupama Stadium. Waouh, bravo, Groupama Stadium. À Lyon. C'est impressionnant. Ouais, à Lyon. Quel joueur a inscrit le but de la qualification pour la finale de la Coupe de l'UEFA lors de l'édition 98-99 face à Bologne? Laurent Blanc sur penalty. Dieu, mais il est fort, hein. Tirer, retirer. Ouais. Ouais, bravo, hein. Eh oui, maillot or.
Et enfin, battu 2-0 en finale aller 2005 face à la Corogne. Les hommes de Jean Fernandez ont finalement remporté la Coupe Intertoto au match retour au Vélodrome en corrigeant les Espagnols 5-1, notamment grâce à un doublé de Mamadou Niang. Oui. Eh oui, Il fallait pas dire le score. Ce qui m'énerve, c'est que le cinquième, je me ce qui rappelle. m'énerve, c'est que j'avais les 6 là. Ouais, C'est ça qui m'énerve. Ah ben là, ça qui m'énerve. c'est Amar. Amar. Voilà, J'ai il pas eu suffit les que ça tombe sur propositions. moi. Allez, Voilà. Amar. Ça, alors. Facile. Tu veux les propositions, Non, Amar? me donne pas les propositions. Je suis un D'accord. fou. Moi. Fouah. Merci pour moi, pour le respect, pour l'âge. Je vous remercie les jeunes. Alors Amar, avec 7 buts inscrits, qui finit meilleur buteur du club de l'épopée européenne 2018? T'es sûr que tu veux pas les propositions? Payet. Non, c'était Germain. Ah, Eh j'ai tenté. Non, tu le savais pas. Je n'aurais pas dit Germain de toute façon. Tu le savais pas. Il me chante tout le temps. Si tu as besoin de rien, appelle Germain. Celle-là, les cadeaux, Amar. Il fallait au moins que tu marques un point lors du sacre de Marseille en Ligue des Champions en facile. 93. Quel joueur a tiré le corner qui a amené la tête de Basile Boli? Abedi Pelé. Bravo, Amar. Et C'est il n'y bien. avait pas corner pour T'as l'histoire. un Hein. point. Émilie, il n'y avait pas corner pour l'histoire. Eh Il n'y ben, avait pas corner du Ouais, tout. mais il faut pas le dire, Eh ça ben, m'a. tant Mais mieux non, mais pour l'histoire nous. est, non, mais ça fait partie de l'histoire du foot. Ouais, c'est Il vrai, n'y avait c'est pas corner, l'arbitre se trompe, corner, but, Ligue des Champions. Pas C'est grave. magnifique. Et enfin, Amarouné, face à quel club l'attaquant brésilien Brandao a qualifié Marseille pour les quarts de finale de la Judo. Ligue des Champions Ouais. entre 2011-2012? C'était l'Inter de Milan. C'était l'Inter de Milan. Bravo. Contrôle du dos. Et ben c'est une égalité entre Marc ouais. et Jean-Yves, mais comme Jean-Yves n'a pas eu les propositions, On va on va lui Jean-Yves. donner la Ah, victoire. merci. Voilà. C'est gentil. Voilà. Merci. Il est impressionnant. Voilà. Ah ouais, ouais, c'est vraiment. vrai, là, il m'impressionne, il monte Ouais. en puissance. Je suis sûr qu'il révise en fait le Non, parce que je week-end. connais trop le football. Ouais, c'est ça. allez. À partir de 2000. Non. Non, il révise surtout les fiches de réponse d'Emilie. Ouais. Pas du tout, non, il n'y a pas de corruption. Ça va. J'en atteste. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'Amar, il révise pas, en tout cas. Allez, on va marquer une petite pause et puis on revient pour les 2 dernières parties de votre émission préférée. On parlera des féminines qui ont battu un record d'affluence, mais avant ça, on aura le coup de cœur d'Amar. À tout de suite sur Radio Star. Tous les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Vous êtes toujours sur Radio Star dans Star Foot avec Jean-Yves Cabasso, Marc Libra et Amar et son célèbre coup de cœur que tout le monde attend. Tous les lundis, on attend que ça. Oui, Émilie, c'est une page du football français qui se tourne. Après près d'un demi-siècle à accompagner nos dimanches matins, Téléfoot s'apprête à quitter l'antenne de TF1. 49 ans d'histoire, 49 ans d'images, de buts, de débats et surtout 49 ans de rendez-vous presque rituels pour des générations entières. Téléfoot, ce n'était pas simplement une émission, c'était une habitude. Un moment suspendu entre le café et le déjeuner, où l'on refaisait les matchs de la veille, où l'on découvrait les résumés de Ligue 1 bien avant l'ère des notifications et des vidéos instantanées. C'était une porte d'entrée vers le football pour beaucoup d'entre nous. Alors oui, le monde a changé aujourd'hui. Les buts arrivent en quelques secondes sur les réseaux sociaux. Les analyses se multiplient sur YouTube et les plateformes redéfinissent notre manière de consommer le sport. TF1 l'a bien compris en annonçant un nouveau programme multisport à la rentrée, tandis que Téléfoot devrait continuer d'exister autrement sur le numérique. Mais quelque chose va manquer, parce que derrière cette évolution logique, il y a aussi une perte, celle d'un repère commun, d'une émission qui rassemblait autant les passionnés que les curieux, un hebdomadaire qui rassemblait autant les jeunes que leurs parents. Une émission qui faisait partie du décor, presque comme un membre de la famille. La fin de Téléfoot à la télévision, ce n'est pas seulement la fin d'un programme, c'est la fin d'une époque où l'on attendait, où l'on prenait le temps, où le football se vivait ensemble à heure fixe. Reste à savoir si, dans ce nouveau monde fragmenté, une émission saura recréer ce lien. Rien n'est moins sûr. Mais une chose est certaine, pour beaucoup, le dimanche matin ne sonnera plus jamais tout à fait pareil. Merci Amar. Et oui, Téléfoot, c'était la messe du dimanche. On Ah oui, attendait c'était notre ça. messe à tous. Bah, c'était l'époque où on n'avait pas tous ces résultats qui tombaient minute par minute. Moi, je dois avoir encore 2-3 VHS qui traînent où j'ai enregistré la spéciale c'est 93, 26B, 93, tout ça. Et moi, ça m'émeut parce que je voyais Marianne Macot à l'époque et je disais toujours à mon papy, je vais faire comme Marianne Macot, je vais être journaliste sportif. Et voilà. Et c'est vrai que ça m'a fait, quand j'ai vu ça l'autre fois, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Toi, Jean-Yves, je sais pas, t'es un peu plus jeune, alors Téléfoot Ah, moi, j'ai peut-être. grandi avec Téléfoot, ouais. T'as grandi aussi avec Téléfoot. Et Chuck Norris, en plus. Et Il y a tout Personne qui n'a- va en couille dans ce personne moment. n'a ma Chuck. Ouais. Il m'a appris le combat en plus, Chuck. Non, mais ouais, moi j'ai grandi avec Téléfoot. Moi, tous les dimanches matins, c'était Téléfoot. Quand j'étais au centre de formation, c'était pareil. On prenait quand on jouait à 15h,
on avait le repas, on avait téléfoot sur la télé. Enfin, c'était voilà, on voyait les résumés de l'étranger. Bon, après ça a changé de format. Des fois il y avait la Ligue 1, des fois ça elle y était plus parce qu'il n'y avait pas les droits, les machins. Mais ouais, ouais, moi je suis triste et dégoûté que ça s'arrête parce que c'est encore un monument ça fait partie de l'histoire du football pour moi, téléfoot, et voilà, ça s'arrête brutalement. Moi, j'ai connu Téléfoot 1, les premières époques, parce que moi, je suis né en 72 et 77. Pierre Cangioni. Pierre Cangioni, à l'époque, c'est le vendredi soir et le samedi soir. Donc, Émilie, à l'époque, on avait un match le vendredi soir et on avait 10 minutes de résumé. C'était les seules choses que l'on pouvait voir. Il fallait pas le rater, hein. Et le samedi soir, c'était pareil. Et à l'époque, Giroud se plaint, déjà à l'époque, en disant, ils vont vider tous nos stades parce qu'on commence à avoir nos images. Mm-hmm. Ça remonte, hein. Oui. Parce que j'ai croisé Giroud souvent et qui m'expliquait que nous, à l'époque, on pensait que... Et vous savez pourquoi ça s'appelait Téléfoot 1 ? Pourquoi ? TF1. Ah, d'accord. Ouais. Téléfoot 1, voilà. Donc c'est juste un petit peu d'histoire, mais oui, moi aussi, Marine Maco est venue chez moi faire des reportages. Sylvaine Mignona, qui est aujourd'hui une référence, qui est toujours à Téléfoot, que j'embrasse très fort, que je croise des fois sur les stades. Mais c'est une autre époque, malheureusement. Nous, je me rappelle, moi, j'ai fait partie du top but en 93-94. Ben, il fallait attendre le dimanche à partir de 11h20, 11h25 pour voir son but. Il y avait que ça. Et c'est là qu'on passait le top but et voilà, c'était... Oui, et quand l'OM avait été rétrogradé en D2, avant, ils parlaient pas trop de la D2 sur Téléfoot. Et là, comme il y avait Marseille en D2, exactement. ils étaient venus chez nous après la demi-finale au Cerf, ils étaient venus... Enfin bon, pas mal de choses, mais c'était... Après, c'est une autre époque et malheureusement... Non, mais je me souviens que quand Canal, depuis en 84, s'est intéressé au football, ils avaient créé l'équipe du dimanche et l'équipe du dimanche n'empiétait pas Téléfoot. Non. Elle montrait pas la Ligue 1, elle montrait que le dimanche soir, elle montrait juste les championnats étrangers, c'était comme ça, quoi. Et comme tu le disais, à Mars, c'était un rendez-vous qui rassemblait, il y avait toutes les générations, c'était juste avant le repas dominical, le repas de famille, donc forcément tu regardais. Là, j'ai pas l'impression, maintenant les gens, ils sont individualistes, ils sont sur leurs réseaux sociaux, il y en a un qui regarde un truc, l'autre, et non, il y aura plus cette connexion. Voilà, moi je trouvais que c'était bien. Émilie, on avait qu'une télé à l'époque déjà. C'est vrai. Il n'y en avait pas trois. Moi, je le regardais avec mon fils. Mon fils, il regardait. Tu l'as initié. Il a un cœur, c'était foot. Du coup, il était là, il était content, il regardait des foot. Pareil, automoto et Téléfoot derrière. Ça. Moi, c'est ça. Merci Amar en tout cas pour ce petit coup de cœur qui fait du bien. On va faire une petite pause et puis on revient dans Star Foot pour la dernière partie. On va parler des féminines, à jamais les premières pour un record d'affluence. On se retrouve après Alex Warren sur Radio Star. De 19h à 20h, C'est Star Foot Star Foot. sur Radio Star. C'est la dernière partie de Star Foot avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. Et on va finir cette émission avec les féminines de l'OM. À jamais les premières. On a vu ce titre partout. Record de spectateurs pour un match de première ligue féminine battu avec 35 713 spectateurs présents samedi au Vélodrome. Un joli moment pour elles, mais gâché par une défaite 2-1 face à Montpellier. Ça, c'est moins bien, on va dire. Et puis, un petit côté aussi déceptif parce qu'il y avait eu 45 000 réservations. Et au final, il y a que 35 000 personnes qui sont venues. Forcément, c'était gratuit. Donc, il y en a au dernier moment qui ont dû se dire, on a prévu autre chose. Est-ce que dans l'ensemble, vous avez regardé ce match? Est-ce que vous êtes un petit peu rencardé sur la soirée? Toi, Amar, je sais que ça te plaît, toi, le foot féminin. Oui, ça me plaît. J'ai vu un match très agréable. Dommage qu'on a mal démarré la première période et qu'on a mal démarré aussi la seconde période. C'est là où on a pris les 2 buts, une fois contre notre camp et une fois une erreur d'inattention. Mais sinon, l'OM féminin a bien, les Marseillaises, comme ils les appellent, ont bien maîtrisé leur sujet. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on est passé à côté d'un rendez-vous très, très, très important. Et on perd 2-1, malheureusement, avec beaucoup d'occasions pour l'OM, mais pas assez de confirmation. Mais ce but contre leur camp, là, en tout début de partie, on a senti un peu de fébrilité. Finalement, 35 000 personnes. Est-ce que c'était pas un peu trop? Est-ce qu'elles n'ont pas eu une certaine pression, Marc? Je pense que ce but n'aide pas, parce qu'elle peut le refaire 20 fois, 30 fois, latéral gauche, qui malheureusement, ce même but contre son camp. Sa gardienne ne s'attend peut-être même pas à ça, elle doit essayer de dégager. Il y a 2 erreurs. Mais je pense aussi que c'est assez impressionnant parce que j'ai suivi les confs de presse en avant-match, j'ai suivi leur entraînement et elles étaient heureuses de vivre ce moment-là, mais elles s'attendaient pas malheureusement à ce que ça démarre au bout de moins d'1 minute sur un but gag en plus. Donc la pression, elle devait être au max et elles ont peut-être pas su gérer ce genre de choses parce que faut le dire, c'est la première fois que nos Marseillaises foulent la pelouse du Vel. Je pense que elles mériteraient 5, 6, 7 matchs. Pourquoi pas un jour un OM PSG. Alors oui, bien sûr que les Paris Saint-Germain ou l'OL est plus fort. Mais déjà, là, on leur dit oui, c'est bien. Puis c'est le match, si vous battez Montpellier, vous êtes sauvés.
J'aurais aimé que déjà, alors voilà, elles sont pas encore sauvées officiellement, mais j'aurais aimé qu'on les fasse jouer un petit peu plus souvent et qu'il y aura encore plus de monde la prochaine fois. Jean-Yves, plus de féminines au Vélodrome. Non, mais oui, moi je comprends pas pourquoi on a fait que ce match en fait, de mettre l'accent sur ce match. En gros, c'est le match. C'était une opération de la Ligue, c'est ce qui s'est passé dans tous les stades de France. Ouais, moi à la limite faire ça plus souvent et sur des gros matchs, parce que ouais, comme il dit Marc, sur un match, sur un OM OL ou un OM PSG, forcément il va y avoir de l'affluence, il va peut-être y avoir des groupes de supporters qui vont peut-être venir aussi, pourquoi pas. Après ils se sont gâchés un peu le match, un air de déjà vu comme on a l'habitude avec l'OM. Après, moi, je suis tombé sur la rediffusion hier. J'ai regardé à partir quand on a marqué le but. Du coup, j'ai regardé jusqu'à la fin et c'est vrai que la gardienne de Montpellier a fait pas mal d'arrêts. On a eu beaucoup d'occasions. Et... L'OM l'a viré en début de saison. Ah ouais? Ngazi, ouais. Ok. Et du coup, je connais pas. Et du coup, voilà, c'est malheureux, mais on aurait pu ressortir de là avec un point. Mais 0. Bon, c'était déjà bien. J'espère qu'elles auront d'autres occasions. C'est pour promouvoir nos filles et le football féminin en France. Vraiment, ça serait bien. Ouais, il faut. Un dernier mot sur l'OM à propos de toute autre chose. L'OM va peut-être changer de logo. Le nouveau logo devrait être présenté le 8 avril à l'occasion du dîner de gala du programme 13e homme. Voilà, il nous parle d'un logo plus moderne. Ce sera le 12e écusson de l'histoire. Moi, ça me fait toujours un petit peu peur, ce genre de truc. Surtout vu ce qui sort un peu sur les réseaux, là. On a un peu des images des avant-premières, on ne sait pas si ça va être ça. Moi, j'en ai vu un, si c'est comme ça, franchement, il est horrible. Il y a le O et le M ou plus du tout? Oui, on le voit, mais c'est... Enfin, je sais pas... Très graphique, très simple, en fait, sur ce qu'on a pu voir. Moi, j'aime pas du tout. Ouais. Bon, écoute, moi, j'ai rien vu pour l'instant. Moi non plus, j'ai rien vu. Mais j'ai l'impression d'entendre ça tout le temps. Ouais, on l'avait déjà entendu l'année dernière, mais là, c'est sûr. Moi, j'ai joué avec 3 ou 4 logos sur la poitrine différents, parce que ça changeait beaucoup à l'époque. Ouais. Je pense qu'il faut revenir peut-être aux anciens, avec le M qui était bien dessiné sur les jambes il y avait 2. Je le trouvais très, là, aujourd'hui, on est là, mais je l'ai vu ce matin, j'ai découvert quand on a reçu les sujets, j'ai vu ça. Avec le M qui fait bien la moustache de Montmirail. C'est exactement celui-là que je trouve. Et puis avec une petite dorure sur le côté. Là, il est tout bleu et blanc, tout simple. Ils se sont pas cassés la tête. Après, business is business. En plus, c'est la mode du vintage. Ils pourraient nous ressortir les logos un peu comme ça, un peu anciens. C'est sympa. Ouais, nous, on aime bien ça. On est des anciens, donc on aime bien. Je vais me faire embaucher à la com de l'OM. Voilà. Merci les garçons. Passez une belle soirée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. C'est déjà la fin de cette émission. On a parlé des Bleus, de l'OM, des féminines qui ont battu le record d'affluence en première ligue. Vous avez le podcast sur radiostar.fr. Demain, c'est Bonjour le Sud dès 6h avec Fanny et Emmanuel. On vous souhaite une belle soirée sur Radio Star.